Voilà, donc je vais essentiellement vous parler du risque hémorragique dans l'hypertension portale et des spécificités de la prise en charge en pédiatrie. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, loin de la cirrhose alcoolique et des virus qui concernent essentiellement les populations de patients adultes, en pédiatrie, une des pathologies principales pourvoyeuses d'hypertension portale est l'atrésie des voies biliaires. Il s'agit d'une maladie rare qui concerne un enfant pour 20 000 naissances et qui conduit à une cholestase néonatale avec des selles décolorées, excusez-moi pour la petite coquille. Et cette cholestase va donc se manifester par une décoloration des selles à partir dans les 2 premières semaines de vie. Et vous voyez ici une gamme colorimétrique proposée par une association de familles et de parents d'enfants atteints de maladie du foie qui va incessamment être mise, si ce n'est pas déjà fait, dans le prochain carnet de santé. Et il y a donc une évolution vers la cirrhose dans cette pathologie, malgré une chirurgie qui peut être précoce dans les 2-3 premiers mois, qui va consister à remplacer soit par une anse digestive montée en Y, soit par une anastomose de la vésicule sur l'huile du foie en fonction du degré d'atrésie de l'arbre biliaire extra-hépatique. Cette intervention s'appelle l'intervention de Kasai. Et malgré cela, parfois le flux biliaire est rétabli, mais les enfants vont quand même évoluer vers la cirrhose. Et cette maladie est la première indication de transplantation hépatique en pédiatrie. Bien sûr, nous avons aussi des enfants qui présentent des obstructions de la veine porte extra-hépatique et qui développent un cavernome. C'est à peu près 20 à 40% des cas d'hypertension portale chez l'enfant, plutôt 20% dans les pays développés. Cette obstruction va survenir sur généralement une lésion directe de la veine porte, soit sur un cathétérisme veineux ombilical à la naissance pour des conditions de naissance difficiles, soit sur une infection de ce cordon ombilical avec une omphalite, ou parfois dans les suites d'une chirurgie abdominale ou d'autres circonstances plus rares. Il s'agit également parfois d'une malformation congénitale avec une absence de tronc-porte. Et dans quasiment la moitié des cas, aucune cause n'est retrouvée. Ces enfants ont tous un bilan de thrombophilie qui est fait de façon systématique, qui est assez large et qui généralement est assez peu rentable puisque les anomalies de la thrombophilie sont très peu retrouvées en pédiatrie. Et puis on a d'autres causes moins fréquentes dans l'hypertension portale, mais on a également les syndromes de Budd-Chiari ou des maladies veino-occlusives, une maladie génétique qui s'appelle la fibrose hépatique congénitale qui va également associer une atteinte rénale avec une polykystose qui va être autosomique récessive ou dominante et qui va être pourvoyeuse également d'hypertension portale possiblement très importante, et enfin les vénopathies portales oblitérantes. Alors la prise en charge de l'hypertension portale chez l'enfant est-elle sortie du berceau ? Finalement, il y a chez l'adulte des recommandations internationales dans la prise en charge de cette hypertension portale depuis les années 90, avec des mises à jour régulières et notamment dernièrement la conférence de Baveno 6. Mais où en sont les pédiatres ? Et est-ce que les endoscopistes adultes doivent craindre la prise en charge d'une hypertension portale chez l'enfant ? Quand on faisait l'état des lieux dans les années 90 chez l'adulte, on commençait à définir une définition commune endoscopique des varices œsophagiennes. Et puis, on s'est mis d'accord ensuite sur une définition commune des varices de haut risque, à haut risque hémorragique. Et puis, il y a eu un début de consensus maintenant bien établi sur la prophylaxie primaire et sur son intérêt dans la prise en charge de l'hypertension portale, avec l'indication d'un traitement par bêta-bloquant. La sclérothérapie, historiquement la première technique de traitement endoscopique des varices œsophagiennes, n'a finalement pas été retenue comme une indication, comme un traitement de première intention dans la prophylaxie primaire. C'est la ligature élastique qui est la plus efficace, et la pose de TIPS n'a également pas été retenue. Alors si à la même époque on faisait un état des lieux en pédiatrie, on n'en était pas du tout là, et donc on s'est au départ bien sûr servi des critères adultes pour prendre en charge l'hypertension portale de l'enfant. Mais ces critères sont-ils valables chez l'enfant ? Peut-on également les appliquer ? Et donc finalement,
Il a fallu un peu de temps, parce que vous voyez que l'article a été publié en 2010, mais nous sommes tombés d'accord sur la définition commune endoscopique, et elle est validée maintenant dans l'atrésie des voies biliaires depuis cet article dans Gastro-entérologie. Avec, vous voyez, pour une première endoscopie faite à un âge médian de 13 mois et des enfants qui ont une première hémorragie à un âge médian de 17 mois dans l'atrésie des voies biliaires, on a montré que la présence de varices de grade 3 était pourvoyeur de saignement dans quasiment 100% des cas, avec un risque hémorragique multiplié par presque 7. Il en est de même pour la présence de signes rouges qui augmente aussi considérablement le risque, mais également la présence de varices sous-cardiales de type le plus fréquemment OGV1, et puis dans une moindre mesure, la présence d'une gastropathie d'hypertension portale augmente aussi le risque hémorragique. Et donc nous avons la même définition des varices à haut risque, qui sont les varices de grade 3, pseudotumorales, souvent chez l'enfant, les varices de grade 2 avec signes rouges et tout type de varices à partir du moment où il y a une varice sous-cardiale. On a ensuite étendu le modèle aux autres causes que l'atrésie des voies biliaires. Vous voyez ici que si on compare des enfants qui n'ont pas saigné et des enfants qui ont saigné, dans l'atrésie des voies biliaires, on retrouve évidemment la présence de ces varices à haut risque dans 96% des cas, de manière significative, et également chez 477 enfants qui ont une autre cause d'hypertension portale, on retrouve à peu près les mêmes valeurs. Donc ici, vous avez l'ensemble des causes des 1300 enfants qui ont été repris dans cette étude pour valider ces varices de haut risque dans toutes les étiologies d'hypertension portale. Vous voyez qu'on retrouve préférentiellement dans nos populations l'atrésie des voies biliaires dans les cirrhoses et le cavernome porte dans les causes non cirrhotiques. Mais vous voyez que ce sont essentiellement des cirrhoses biliaires qui vont être dans notre population d'enfants pourvoyeuses d'hypertension portale, avec notamment le déficit en alpha-antitrypsine, la mucoviscidose, la cholangie sclérosante, le syndrome d'Alagille, les cholestases fibrogènes familiales ou autres cirrhoses biliaires, mais également quelques maladies métaboliques, comme par exemple les cytopathies mitochondriales, mais également les syndromes de Budd-Chiari ou maladies véno-occlusives et hépatites auto-immunes. Et puis dans les causes non cirrhotiques, on va retrouver la fibrose hépatique congénitale dont je vous parlais tout à l'heure, les vénopathies portales oblitérantes et de rares cas de fistules artérioportes. Et si on suit un peu cette population de 1300 enfants, on se rend compte que sur les enfants qui n'ont pas saigné, finalement la majorité n'avait pas de varices à haut risque. Ceux qui ont saigné avaient majoritairement des varices à haut risque, et enfin ceux qui ont pu avoir une prophylaxie primaire avaient quand même majoritairement des varices à haut risque et ont majoritairement n'ont pas saigné. Alors pourquoi proposer une prophylaxie primaire des varices œsophagiennes et du saignement en pédiatrie? D'abord, dans nos populations d'enfants cirrhotiques, l'hémorragie digestive est associée à un risque de mortalité estimé entre 15 et 20% selon les séries. En tout cas, dans la série de Bicêtre, historiquement, c'est à peu près 20%. Cette hémorragie digestive peut précipiter l'aggravation de la cirrhose, la décompensation de celle-ci et la nécessité d'une transplantation en urgence avec une dégradation de l'état général de l'enfant, notamment avec des poussées de nécrose hépatique ou la précipitation vers un syndrome hépatorénal ou la survenue d'une ascite infectée, etc. Et donc finalement, de prévenir le saignement améliore les conditions d'attente de cette transplantation qui sont parfois relativement longues chez l'enfant. Et puis, il est également publié qu'en l'absence de saignement, les suites post-transplantation sont meilleures, essentiellement chez les petits enfants de moins de 1 an. Et enfin, chez les enfants non cirrhotiques, il est sûr qu'on améliore la prise en charge de ces enfants en prévenant l'hémorragie digestive,
contre, par exemple, une dérivation portosystémique qui les exposera à des complications d'écheinte. Et enfin, ce qui n'est, je pense, pas négligeable, c'est l'impact psychologique sur l'enfant et sa famille d'un épisode d'hémorragie digestive à la maison. Alors, quand faut-il faire cette première endoscopie pour dépister la présence de varices à haut risque? Eh bien, nous allons nous fier aux signes cliniques d'hypertension portale, éventuellement aux signes biologiques en fonction de la pathologie et de l'âge, mais surtout essentiellement sur les signes échographiques. Et notamment dans ces signes échographiques, il y a une particularité pédiatrique qui est l'épaississement du petit épiplomb. Donc ce petit épiplomb qui s'étend entre la face inférieure du foie gauche et la face antérieure de l'aorte contient chez l'enfant essentiellement des vaisseaux sanguins lymphatiques et l'augmentation de la pression portale va augmenter la taille et le nombre des vaisseaux et donc l'épaisseur de ce petit épiplomb qui, comparé au diamètre de l'aorte, va être supérieur à 1,5 en cas d'hypertension portale. Chez l'adulte, ce petit épiplomb va également contenir des franges graisseuses et cette mesure ne sera plus fiable. Une fois qu'on a déterminé la date de la première endoscopie et que cette première endoscopie n'a pas montré de varices de haut grade à risque d'hémorragie, comment déterminer à quel moment il faut faire chez un enfant une deuxième endoscopie de dépistage? Eh bien, dans l'atrésie des voies biliaires, nous avons pu établir des facteurs pronostiques en fonction de l'âge, du taux de bilirubine et du nombre et du grade des varices retrouvées lors de la première endoscopie. Ça a été publié en 2015 dans JPGN et ça n'est validé que dans le modèle de l'atrésie des voies biliaires. Et donc, on peut voir ici que chez les enfants jeunes, de moins de 1 an, avec une bilirubine élevée supérieure à 100, le délai en fonction du nombre et du grade de varices, bien sûr on reste dans des varices inférieures aux varices à haut risque, vous voyez que le délai peut être très très court là, pour avoir un risque hémorragique autour de 10%. On considère par exemple à ce stade-là qu'un mois plus tard, des varices à haut risque peuvent être apparues. Et vous voyez qu'à l'inverse, chez les enfants plus âgés, avec même parfois une bilirubine relativement élevée, les varices vont mettre beaucoup plus de temps à potentiellement apparaître. Les moyens de la prophylaxie primaire chez l'enfant. D'abord, les bêta-bloquants, il n'y a pas de consensus de dégager. Les études qu'on retrouve dans la littérature sont généralement plutôt des case reports ou de petites études sur des cohortes de petite taille. Et finalement, aucun consensus ne se dégage. Ce qu'on reconnaît, c'est que l'utilisation des bêta-bloquants est relativement complexe chez l'enfant et notamment chez le petit enfant, avec des complications, des effets secondaires non négligeables, comme des hypoglycémies par exemple, ou des effets rebonds avec des hémorragies. Et on a constaté quand même des saignements sous bêta-bloquants. La sclérothérapie est toujours utilisée, même si nous préférons bien sûr la ligature, mais cette ligature n'est généralement pas possible chez les petits-enfants de moins de 9 kg, du fait de la taille du ligateur qui ne passe pas la bouche œsophagienne. Et donc, nous sommes obligés de faire à ces enfants des séances de sclérothérapie qui sont toujours faites sous perfusion d'octréotide. Donc, bien sûr, la ligature élastique est la thérapeutique de choix. Et puis, dans le cavernome porte, quand on peut le proposer, on va leur faire une reperfusion portale, c'est-à-dire une anastomose mésentérico-rex. Et puis enfin, on peut proposer une dérivation portosystémique en prophylaxie primaire. Dans de rares cas, on le retrouve dans la littérature. Et puis, bien sûr, la transplantation hépatique. Le TIPS n'est pas validé non plus en pédiatrie en prophylaxie primaire. Alors, un petit focus sur la reperfusion portale dans les cavernomes portes. Vous voyez ici que c'est un peu le principe du cavernome et de la reperfusion. Vous avez ici la vascularisation pendant la vie fœtale, avec ici la veine ombilicale gauche qui va rejoindre la veine cave inférieure en traversant le foie, avec cette partie veineuse qui va s'appeler le ductus venosus. À la naissance, ce ductus venosus va se fermer
laissant un cordon fibreux, mais le passage de cette veine va également laisser un pont parenchymateux, donnant un accès possible directement à cette partie de la veine porte gauche qu'on appelle le récessus de Rex. Et donc en cas de thrombose porte, on peut proposer, si le système veineux portal intrahépatique est perméable, de faire une anastomose entre le système mésentérique en amont de la thrombose et le récessus de Rex, avec, dans la plupart des cas, une reperfusion et une recirculation dans tout le système porte intrahépatique et une disparition progressive mais complète des signes d'hypertension portale. Alors, il y a eu récemment à la conférence de Baveno-6 un symposium pédiatrique satellite qui a dégagé trois grandes règles. La première, c'est qu'il n'y avait a priori pas encore de consensus sur la prophylaxie primaire de l'hémorragie digestive dans l'hypertension portale autre que le cavernome porte, que l'utilisation des bêta-bloquants, il n'y avait pas non plus de consensus et que son usage était compliqué en pédiatrie, et enfin qu'il fallait proposer une reperfusion portale, comme je viens de vous l'expliquer, en prophylaxie primaire des complications de l'hypertension portale dans le cavernome porte. Alors pourquoi il n'y a pas de consensus en pédiatrie sur la prophylaxie primaire? D'abord parce que les études prospectives randomisées sont difficiles à mettre en place en pédiatrie. C'est compliqué de proposer à une famille d'entrer dans une étude où soit on attend que votre enfant saigne, soit on lui évite l'hémorragie digestive à la maison. Il en existe cependant quelques-unes, notamment celle de Gonçalves en 2000, qui avait séparé en deux groupes une centaine d'enfants pour la sclérothérapie, sans montrer un avantage évident. Et en 2003, l'étude de Selinska-Cedro sur 37 enfants pour la ligature, donc toute petite cohorte, qui montrait un avantage, mais sur vraiment un petit groupe d'enfants. Et puis, il existe surtout des études monocentriques à petit effectif et rétrospectives, comme très souvent les études en pédiatrie. Et puis, il faut bien comprendre que nous sommes dans la gestion d'une pathologie rare et que donc obtenir une cohorte suffisante prend beaucoup de temps. Et vous avez vu qu'entre les années 90, où à Bicêtre, on a commencé à prendre en charge l'hypertension portale avec des endoscopies chez l'enfant, et la publication de la validation des critères de varices à haut risque, qui s'est passé une vingtaine d'années. C'est le temps qu'il faut pour avoir une cohorte suffisante. Alors, on a quand même essayé de montrer que c'était faisable, d'abord avec un premier article en 2008 qui montrait sur 13 enfants atteints d'atrésie des voies biliaires et qui avaient des varices importantes, qu'il y avait une éradication possible des varices en prophylaxie primaire par sclérothérapie, sans hémorragie pour 8 sur 13 enfants et une éradication incomplète pour 4 enfants sur 13 qui ont tous été transplantés mais qui n'ont pas saigné dans l'attente de la transplantation. Il y avait quand même un décès sur hémorragie digestive après une deuxième séance de sclérothérapie et les autres complications étaient les ulcères et 2 cas de sténose de l'œsophage. La prophylaxie était donc faisable et efficace et permettait l'attente de la transplantation dans de meilleures conditions. Et puis, nous avons confirmé sur une série plus large, en 2013, dans Gastroentérologie, avec cette fois-ci 66 enfants atteints d'atrésie des voies biliaires qui présentaient à leur première endoscopie des varices de haut grade. Et donc, on a séparé en 2 groupes qui avaient reçu d'abord une prophylaxie primaire et d'autres qui avaient saigné et donc qui étaient pris en charge en prophylaxie secondaire. Vous voyez que les groupes sont d'effectifs et d'âge à peu près homogènes. Il fallait en moyenne 4 à 5 séances pour éradiquer les varices et on voyait qu'il y avait quand même 10% de récidive d'hémorragie dans le groupe de prophylaxie secondaire, avec une récidive également des varices à haut risque dans les 2 groupes et une survie à 3 ans meilleure chez les enfants qui avaient bénéficié d'une prophylaxie primaire. Donc, on confirmait que c'était faisable avec plutôt une bonne tolérance puisqu'il n'y avait cette fois-ci pas beaucoup de complications, une réduction certaine du risque hémorragique et une surveillance qu'il fallait poursuivre après éradication des varices. Et puis, on a montré que c'était valable pour toutes les étiologies, finalement, en reprenant le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, avec les 1300 enfants
suivi pour hypertension portale. Et vous voyez que les enfants qui ont bénéficié d'une prophylaxie primaire ont, pour leur majorité, pas saigné. On a montré aussi dans la même étude qu'ils avaient une meilleure survie globale, supérieure de 20% à peu près par rapport à l'absence de prophylaxie des enfants qui avaient saigné, et puis une meilleure survie sans transplantation également. Si on compare la prophylaxie primaire endoscopique avec la transplantation hépatique et la prophylaxie secondaire, on se rend compte que la prophylaxie primaire endoscopique a le même taux de succès en survie à 10 ans que la transplantation, quel que soit l'âge de l'enfant. Voilà, avec vraiment un succès important. Alors, comment on gère une hémorragie aiguë chez l'enfant ? À peu près de la même façon que chez l'adulte. On va bien sûr transfuser l'enfant en cas de déglobulisation, proposer un traitement par octréotide en intraveineux, proposer un lavage gastrique. Je n'ai pas retrouvé de données sur l'utilisation d'érythromycine dans l'hémorragie digestive chez l'enfant. On va également essayer de prévenir l'encéphalopathie chez les enfants cirrhotiques. Je n'ai également pas trouvé de données sur l'utilisation de la rifaximine chez l'enfant à l'heure actuelle, et nous ne l'utilisons pas pour le moment. Et prévenir également l'acide post-hémorragique avec des perfusions d'albumine. Ils ont une antibiothérapie systématique également pour prévenir les infections et les translocations, et bien sûr un traitement endoscopique rapide. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a un consensus sur la description endoscopique de l'hypertension portale entre l'enfant et l'adulte, que nous avons la même définition des varices à haut risque validée dans nos deux populations, que cette définition est donc indépendante par rapport à la cause de l'hypertension portale et à l'âge des enfants. Nous avons pu dégager une histoire naturelle des varices œsophagiennes dans la pathologie principale qui nous concerne et qui est l'atrésie des voies biliaires. Nous avons donc beaucoup de points communs, avec tout de même quelques particularités, notamment la non-utilisation des bêta-bloquants, en tout cas l'absence de consensus sur cette utilisation, et la possibilité de proposer une reperfusion portale en cas de cavernome porte. La prise en charge endoscopique est la même chez l'enfant et chez l'adulte, sclérothérapie et ligature. Et je pense qu'en cas d'urgence, un endoscopiste, comme ça nous arrive quelquefois dans des centres hospitaliers où il n'y a pas d'endoscopiste pédiatre, quand un enfant arrive pour une hémorragie digestive, je pense qu'un endoscopiste adulte peut tout à fait prendre en charge le traitement endoscopique des varices d'un enfant. Alors, et bien sûr, il y a encore des choses à montrer en pédiatrie, et notamment des études prospectives pour essayer de dégager le bon moment pour faire la première endoscopie et dépister ces varices à haut risque, en fonction, par exemple, de l'élastométrie du foie ou de la rate, du foie dans les cirrhoses, et par exemple en fonction du retentissement cardiaque et donc des critères en échographie cardiaque dans les cirrhoses également. Voilà, je vous remercie de votre attention.